Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, visite d'inspection du Premier ministre à Warabeli et à Hayablé. Et enfin dans l'actualité internationale, en Méditerranée, forte hausse des décès des migrants qui veulent rejoindre l'Europe. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, suite à la réunion tenue par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguelé, le 4 juillet dernier, sur les voies et moyens permettant de renforcer l'aptitude de notre ville à cadrer avec les vertus d'une capitale efficiente, en phase avec tous les attributs d'une cité moderne, agréable à vivre, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, s'est rendu ce matin sur les deux axes où des travaux démarreront bientôt dans les quartiers de Warabli et de Hayablé. Rappelons que des grands travaux de réhabilitation sont en cours dans ces quartiers situés dans la commune de Balbala. Une opération de décaissement a également eu lieu dans ces deux quartiers pour déloger les habitants installés illégalement. Eh bien, ces opérations sont menées par la mairie et la préfecture de la République de Djibouti en vue d'améliorer les conditions de vie pour les habitants de ces deux grands quartiers de la commune de Balbala. Le Premier ministre, avec les membres du gouvernement et les membres des services concernés, se sont rendus dans le quartier pour constater de visu l'état d'avancement des travaux. Il a noté que l'ADR, l'ONIAD et les services concernés débuteront les chantiers très prochainement. Eh bien, comme je vous le disais, le Premier ministre, avec les membres du gouvernement et les membres des services concernés, se sont déplacés en personne dans les deux quartiers pour constater de visu l'état d'avancement des travaux. Écoutons le Premier ministre. Effectivement, maintenant, nous sommes sur la deuxième voie. La première voie qu'on a examinée, on était à Hayablé. Ça, c'est la deuxième voie, au Rabalais. Et il y a effectivement tous les problèmes que nous avons rencontrés. Tous les services sont présents ici. Que ce soit l'énergie, l'eau, le ministère de la Ville qui est, elle, chargé d'organiser la ville maintenant. Il y a les voies aussi, l'ADR qui est en train de faire ces routes-là. Donc ils ont été contraints de dégager les gens qui habitaient sur la voie. Et ça, la préfecture a fait du bon travail puisque les deux voies maintenant sont dégagées. Et donc ils vont y aller pour effectivement que l'ADR va faire la route. Et une fois la route terminée, ils vont bitumer la route. Et ça, c'est ça la ville. Le fait de venir de leur brousse ou de je ne sais pas d'où, qui viennent s'installer comme ça, en pleine ville, sur la voie, ce n'est pas normal. Deux choses l'une. Ou s'ils veulent être dans la ville, il faut qu'ils s'adaptent. Dans le cas contraire, qu'ils reviennent de là où ils sont venus. Voilà, c'est ça, il n'y a pas d'autre choix. L'espace qu'ils avaient chez eux, ils ne peuvent pas l'avoir ici. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc ici, c'est la voie, il y a des routes, il y a des endroits où des terrains pour habiter, il y a des terrains que l'État a mis à la disposition de la population. S'ils veulent s'installer et construire quelque chose, ils n'ont qu'à faire la demande et ça sera fait. Par la voie légale. Par la voie légale. Autre actualité dans ce 22 heures, c'était ce début de semaine que le gouvernement avait approuvé dimanche en Conseil des ministres l'ouverture du capital des entreprises publiques aux investisseurs nationaux et étrangers. Cette initiative illustre l'ambition du gouvernement de mettre en place des mécanismes et modalités qui ont pour mission d'attirer les meilleurs partenaires stratégiques professionnels pour accompagner la modernisation des secteurs clés du pays. Dans cette optique, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, a dans une interview qu'il a accordée à la presse, étayé en détail les procédures d'ouverture du capital de Djibouti Telecom. En effet, le ministre a précisé que ce même processus s'inscrit dans une perspective beaucoup plus large, celle de la modernisation des entreprises publiques. Oui, ça dépasse le cadre de Djibouti Telecom. C'est le principe qui est posé ici à travers cette loi. Et pour votre mémoire, le secteur de l'énergie a également fait l'objet d'une ouverture vers le secteur privé.
il n'y a plus de monopole de l'électricité de Djibouti pour la production de l'énergie. Il y a eu des textes qui sont passés et ces textes à travers le partenariat public-privé, ou ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon Independent Power Producers, nous avons des acteurs extérieurs qui arrivent pour faire la production. Ceci étant dit, l'électricité de Djibouti dispose toujours de son rôle unique en termes de distribution. Donc, c'est une évolution vers beaucoup d'autres entreprises. En tout cas, c'est pour mettre la base juridique, institutionnelle, pour que, à chaque fois que nécessaire, les entreprises qui feront l'objet de compétition, ou en tout cas qui seront dans un secteur considéré plutôt un secteur compétitif à caractère commercial, cette loi va pouvoir s'appliquer. Je ne peux pas prédire maintenant quelles seraient les autres entreprises, mais il y aura effectivement d'autres entreprises qui vont être concernées. À ce stade-là, nous souhaitons voir le secteur de télécom évoluer rapidement, d'où la déclaration et donc le communiqué de presse de la décision du chef de l'État et du gouvernement à vouloir ouvrir le capital de Djibouti Telecom pour le secteur privé. Eh bien, vous suivrez l'intégralité de l'interview du ministre demain soir. Autre actualité, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, poursuit sa tournée de prise de contact des régions de l'intérieur. Cette fois-ci, il s'est rendu dans la région d'Arta. À son arrivée, il a été accueilli par le préfet de la région, M. Mohamed Cheikhou Hassan, et du président du conseil régional, M. Elmebeh Goudadé, ainsi que l'ensemble des autorités civiles et militaires de la région. Le ministre a rencontré les agents de la préfecture et ceux des services concentrés. Il a assisté à une présentation de la région d'Arta. Avant de clore les salutations, il a clôturé cette journée de travail par une rencontre avec les notables et locales de la région. À cette occasion, il n'a pas manqué de rappeler la ferme volonté du président de la République, M. Ismaël Merguele, de servir mieux les administrés. Retour à Djibouti où la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Moumin Assoué, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur de la Fédération de Russie, M. Mikhail Golvanov. Les discussions ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. L'ambassadeur de la Fédération de Russie, M. Mikhail Golvanov, a remercié la ministre de sa disponibilité. D'autre part, la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Moumin Assoué, a reçu aujourd'hui aussi, ce matin, dans son cabinet, l'ambassadeur de la Turquie, M. Salim Leventi. Les discussions entre l'ambassadeur turc et ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui réunissent les deux pays. L'ambassadeur de la Turquie, Salim Leventi, a pour sa part remercié la ministre pour sa disponibilité. Direction le Sud, où une délégation des femmes officielles issues de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, conduite par sa vice-présidente, Mme Hassan Ahmed Belil, s'est rendue lundi dernier dans la ville d'Ali Sabieh. Celle-ci était composée de la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatoua Moussa Abdi, de la parlementaire Ouma Mohamed Hamid et d'autres femmes, d'autres hautes personnalités de l'État. Leur déplacement s'inscrit dans le cadre des cérémonies de remise des certificats d'honneur aux femmes leaders et actives des régions de l'intérieur, initiées par la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. Auparavant, cette mission de l'UNFD avait sillonné toutes les régions de l'intérieur du pays pour honorer les membres de la gente féminine engagées et responsables depuis la nuit coloniale jusqu'à nos jours.
à la défense de la cause nationale et particulièrement à l'intégration de leurs concitoyennes. Les visiteuses de marque ont été accueillies en grande pompe dans une ambiance festive au siège du conseil régional par leurs consoeurs régionaux de tous les âges et de toutes les catégories sociales. La députée Roda Ahmed Ali est la présidente de l'antenne locale de l'UNFD, Willow Ibrahim Roble. Elles ont reçu chaleureusement dans la cour du siège à l'instance régionale de la décentralisation sous fond de musique et de chants. Rappelons l'événement débuté par la lecture d'un verset de Saint-Coran. Des femmes officielles en premier lieu, la présidente de l'antenne locale de l'UNFD a souhaité la bienvenue à Ali Sebieh aux membres de cette émission du siège central de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Elle a recommandé à ses interlocutrices de mettre les salutations chaleureuses et sincères des femmes Assedjouk et Benidjouk à la première dame et présidente de l'UNFD. Eh bien, pour sa part, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Mohamed Blil, a pris la parole pour remercier toute assistance pour l'accueil chaleureux réservé à la forte délégation de l'UNFD dans la région d'Aska. Ali Sebieh est destiné à rendre hommage aux femmes leaders de la région. Elle a transmis l'assistance et salutations de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haït. Elle a remercié plutôt les femmes leaders qui ont combattu pour l'indépendance et qui ont fourni et qui fournissent toujours d'immenses efforts pour la promotion du genre et le développement de la région. Ces femmes pionnières, a-t-elle rappelé, ne sont pas nombreuses aujourd'hui. Nous sommes venus leur remettre des certificats de mérite et de reconnaissance pour les services qu'elles ont rendus à la femme et au développement. Des certificats signés par la première dame, Mme Khadra Mohamed Haït, également présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Pour le moment, nous allons remettre les certificats à 3 femmes et nous savons qu'il y a d'autres femmes méritantes qui auront droit au même certificat. Mme Hassan Mohamed Blil s'est réjouie de remettre les certificats au nom de la première dame. Tout à fait autre chose, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Abdallah Mayoub, a présidé ce matin une cérémonie de remise des certificats formation professionnelle pour les lauréats de la formation surveillant de baignade. La cérémonie s'est déroulée au siège du MENFOP en présence du commandant des gardes-côtes djiboutiennes, le colonel Ouass Omar Bourré, du directeur général de l'enseignement technique de la formation professionnelle, M. Abdelkader Ahmed, l'inspecteur général de l'UTPF, M. Madi Omar Farah, ainsi que les responsables des Sheraton et du Campeski. A noter que cette formation comprenait une partie théorique et didactique de 4 mois et un stage pratique d'été de 2 mois, juillet-août, pour s'exercer au ficelle du métier de surveillant de baignade sur les plages publiques, les piscines, hôtels et d'autres endroits, tels que les centres aérés. Au bout de 8 mois de formation, 15 jeunes lauréats ont reçu aujourd'hui leur certificat de formation professionnelle de surveillant de baignade délivré par la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ça fait 8 mois que cette formation a duré. Ça a été un plaisir d'avoir collaboré dans cette formation en tant que formateur de natation. Elle avait triple objectif comme on avait souligné. Tout d'abord, la sensibilisation et, comment dirais-je, la prévention de l'environnement avec la mairie. Deuxièmement, soutien avec la garde-côte et le DCP et la mairie aussi, qui travaillaient déjà sur les plages. Ils ont amené un grand soutien. Et troisièmement, l'insertion professionnelle pour ces jeunes, qui est un débouché très important et qui avait un vide sur le terrain. Et j'espère qu'ils vont combler ces vides à partir d'aujourd'hui, comme ils ont réussi leur diplôme, Inch'Allah. Et j'espère qu'ils seront satisfaits de leur travail et je leur souhaite un excellent travail dans l'avenir et d'appliquer tout ce qui a été appris, Inch'Allah. Autre formation, celle-ci, c'est en Égypte où des remises de diplômes s'est déroulées hier à l'Académie arabe de sciences et technologies de transport maritime à Alexandrie, en Égypte. Les diplômes licenciés en 2019 de l'Université de Djibouti étaient au nombre de 25 et avaient rejoint les bancs de l'ASTM afin de spécialiser par le biais des formations orientées vers les métiers de la mer pour exercer en tant qu'officier de la marine marchande. Cette cérémonie fut par ailleurs d'autant plus une réussite que ces jeunes se sont illustrés tout au long des formations par leur sérieux, leur engagement, leur abnégation et intégrant le corps de la marine marchande. Eh bien, en vue des opportunités nationales et internationales qui leur seront dorénavant ouvertes.
Il convient également de noter que la cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, M. Mohamed Dohr Hirsi. Et bien, dans la page sport, pour clore l'actualité nationale, la salle de réunion du secrétariat d'État chargé du sport a abrité hier une réunion de concertation et de préparation entre les responsables du secrétariat d'État dans le cadre de l'organisation du tournoi d'été. Comme à l'accoutumée, le tournoi d'été démarre chaque année en juillet, après celui du 27 juin. Fort du succès de la dernière édition, qui a drainé plusieurs centaines de jeunes environ, les membres de la commission du tournoi se félicitent de renouveler l'expérience avec une énergie redoublée. Président de la Réunion, la secrétaire générale, Mme Khadija Ibrahim Idriss, a souligné qu'il s'agissait d'une manifestation de grande importance, telle que les associations organisatrices pouvaient compter sur nos départements pour mettre à leur disposition des moyens nécessaires pour le bon déroulement de cet important rassemblement des sportifs de haut niveau. Il a noté que le lancement est prévu le 15 de ce mois et le tournoi se déroulera pendant un mois. Plusieurs disciplines seront pratiquées, en l'occurrence le football, le volleyball, le basketball et d'autres dans la capitale, ainsi que dans les régions de l'intérieur. Et enfin, dans l'actualité internationale, le nombre des migrants décédés en mer tentant de rejoindre l'Europe a plus que doublé cette année, a indiqué mercredi l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM, qui appelle les États à prendre des mesures urgentes. Eh bien, selon des statistiques publiées, l'OIM, dans un nouveau rapport, au moins 1146 personnes sont mortes en mer en tentant de rejoindre l'Europe au cours du dernier semestre 2021. En 2020, on comptait plus que 513 avaient péri au cours de la même période et en 2019, c'était 674. Et enfin, dans l'actualité internationale, la France a renoué aujourd'hui avec la traditionnelle défilé militaire à l'occasion de sa fête nationale. Eh bien, le chef de l'État français a parcouru un ciel gris les Champs-Élysées au commande-car aux côtés de son chef d'état-major des armées, le général François Lecointre. En 2020, en pleine explosion de la pandémie, le défilé du 14 juillet avait été annulé, jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, remplacé par une cérémonie place de la Concorde. Cette année signe le retour des troupes, des drapeaux et des blindés sur la célèbre avenue parisienne des Champs-Élysées. Mais l'accès au spectacle a été limité. Les spectateurs devraient être munis du pass sanitaire et port à masque. La jauge dans les tribunes a été en outre fixée à 10 000 personnes contre 25 000 en temps normal. L'édition 2021 du défilé a mobilisé plus de 5 000 participants. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre notre programme télévisé.